Bien, donc effectivement, je vais vous présenter ce sujet qui a été résumé en 3 points. Je vais d'abord vous parler des doctrines officielles sur la question des langues et de la réalité du terrain en matière de francisation, donc ça va être le premier point. Puis ensuite, on parlera du phénomène de véhicularisation du tahitien, donc j'expliquerai ce qu'est la véhicularisation, et je terminerai par l'institutionnalisation, le processus d'institutionnalisation du tahitien. Donc je vais articuler tout ça, vous allez voir. Donc d'abord, je vais donc parler de langues. Les langues sont des entités immatérielles dont la circulation est moins facilement quantifiable que celle de biens matériels. Pour le linguiste, toutes les langues, en tant que création de l'esprit humain, ont une égale valeur intrinsèque. Michel Launay nous dit « Une langue vaut bien un château, une cathédrale, une symphonie ou une œuvre littéraire. Vouloir les faire disparaître est du vandalisme. » Pourtant, toutes les langues ne jouissent pas d'une égalité de statut ou d'une égalité de valeur sur ce que Pierre Bourdieu appelle le marché linguistique. Là, je cite Louis-Jean Calvé, sociolinguiste, qui dit « L'analyse des situations linguistiques du monde nous montre que les langues sont profondément inégales. Elles sont d'abord inégales du point de vue statistique. Certaines sont très parlées, d'autres le sont peu. Elles sont inégales du point de vue social. Certaines sont dominées, tandis que d'autres dominent et assurent des fonctions de type officiel, littéraire, culturel, international ou véhiculaire. » Donc j'aborderai ici ces questions dans le contexte de la Polynésie française à l'époque du CEP, en faisant un aller-retour entre 2 strates, celle de la doctrine officielle en matière de politique linguistique et celle des réalités, des dynamiques sociolinguistiques sur le terrain. Alors commençons par des éléments de contexte. Au moment de l'implantation du CEP, vous avez en présence, et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, 7 langues autochtones polynésiennes, issues du peuplement premier, dont a parlé Éric Comte ce matin. Le français, qui est à cette époque seule langue officielle et principale langue de scolarisation, mais nous y reviendrons, et d'autres langues, je pense en particulier aux langues chinoises et au Hakka, parlées à l'époque. Il y avait donc déjà plus de 1000 locuteurs encore qui pratiquaient la langue. Bernard Poirine a rappelé la composition de la population, la composition ethnique, puisqu'elle nous était donnée en 1962. 74,3% de la population se déclarait d'origine polynésienne et 46% de la population active était dans le secteur primaire. On se doute que le secteur primaire, la pêche, l'agriculture, est un secteur qui est conservateur en quelque sorte des langues polynésiennes, puisque c'est dans cet environnement qu'elles se sont développées. Alors venons-en à la question de la francisation. Avant le CEP, donc, les velléités de francisation. Alors, je vais expliquer ce que c'est que francisation. Francisation, c'est pas donner la nationalité française. Francisation, c'est faire en sorte que les populations colonisées apprennent à parler français. Et donc, les velléités de francisation du colonisateur français se manifestent dès l'époque du protectorat, et cette volonté, elle est sans cesse renouvelée. 10 ans après la mise en place du protectorat sur le royaume de Pomaré, l'ordonnance du 30 octobre 1862 rend obligatoire l'enseignement de la langue française dans les écoles de district, au même titre que celui de la langue tahitienne, parce que la langue tahitienne est présente dans les écoles. Les premières écoles en Polynésie, alors Tahiti en particulier, sont des écoles missionnaires, où on enseignait en tahitien. Son objectif est clairement mentionné dans les termes utilisés dans un considérant. Donc je cite le considérant. De tous les moyens employés pour hâter le développement de la civilisation parmi les populations indigènes, il n'en est pas de plus efficace que la propagation de la langue française. Après l'annexion du royaume de Pomaré et l'instauration des EFO en 1880, un arrêté de 1897 rend obligatoire l'enseignement primaire dans toute l'étendue des EFO et précise à cet effet, toujours dans un considérant, jusqu'ici, l'indifférence de la population indigène a été un réel obstacle à la diffusion de la langue française dans notre possession et il importe de remédier au plus tôt à cet état de choses regrettable. Alors là, je m'arrête un instant pour vous montrer que c'est intéressant. Vous avez une sorte de réaffirmation permanente de la nécessité de la francisation et on vous dit, en fait, les Polynésiens, ils s'en foutent. En 1939, M. Delage, jeune inspecteur métropolitain zélé, qui vient d'être nommé chef de service de l'instruction publique. Et là, je remercie Marie Salin dans la salle pour ses travaux de recherche dans les archives de Tiperoui, puisque c'est elle qui a déniché ce document. Donc, ce nouveau chef de service de l'instruction publique des EFO, en 1938, justifie longuement, dans un bulletin pédagogique
et administrative des instituteurs et institutrices des EFO, c'est le nom du bulletin, son refus de faire des langues locales des langues d'enseignement. Il conclut « Nous pouvons affirmer que le maintien et le développement du français dans nos écoles s'impose pour des raisons de principe et des raisons pratiques. Le tahitien devra être enseigné, quand cela sera possible, comme langue de luxe dans l'enseignement du second degré. » Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer cette doctrine de linguistique, de politique linguistique, avec la réalité du terrain. Parce qu'en même temps, dans le même mouvement, on a des rapports d'inspection. Et là, j'en cite un de 1922, pépite déniché également par Marie Salin. Donc, c'est le rapport de l'inspecteur Revel, donc 1922, et qui dit, alors qu'à ce moment-là, la doctrine officielle, c'est on francise, il faut que les Polynésiens parlent français, etc. En dehors de Paea, où un ménage d'instituteurs métropolitains arrivé depuis le mois de novembre a obtenu quelques résultats, trop peu d'enfants parlent français, même après une fréquentation scolaire prolongée. La langue française est de moins en moins parlée et, chose plus grave, l'évolution intellectuelle et morale, au lieu de progresser dans le sens français, se manifeste par un retour aux mœurs, aux idées, à la mentalité tahitienne, quand elle ne subit pas l'emprise étrangère. Donc, au-delà des discours incantatoires, je cite à nouveau Marie Salin, elle fait donc le bilan de la francisation est le suivant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc je la cite. Qu'il y ait eu volonté de substituer le français aux langues locales ne fait aucun doute, mais la non-francophonie d'une large majorité de Polynésiens, après un siècle de présence française, nous conduit à interroger la portée réelle de ce qui relève plutôt d'un fantasme des autorités françaises que d'une réalité. Jusqu'alors, la maîtrise de la langue française était restée un élément du capital d'une bourgeoisie locale, formée des descendants des unions mixtes, etc. Elle est en revanche totalement inachevée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour les habitants des districts ruraux de Tahiti, etc. Donc l'idée, c'est que bon, vous avez une petite élite qui parle français, mais ailleurs, dans les districts, dans les îles, on n'utilise pas le français. Et d'ailleurs, alors je vais aller tout de suite. Mon propos est de dire que la volonté de francisation, elle ne démarre pas avec le CEP. Hein, donc c'est quelque chose qui est là en amont. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que, comme ça a été dit pour d'autres sujets aujourd'hui, le CEP va être un accélérateur et en quelque sorte, il va faire advenir quelque chose qui était jusque-là un fantasme. Donc, parce que jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les représentants locaux de l'autorité coloniale n'ont pas les moyens de leur ambition. Pourquoi ? Pour qu'il y ait eu francisation effective, il eût fallu suffisamment d'enseignants qui maîtrisent le français, il n'y en avait pas, de parents polynésiens désireux que leurs enfants apprennent cette langue, et pour qu'ils aient ce désir, il fallait qu'ils puissent se projeter ou projeter leurs enfants dans un avenir francophone, avec une fonctionnalité identifiable, et pour ces enfants eux-mêmes, des occasions d'utiliser le français en dehors de l'école. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être dans une classe et entendre du français, après il fallait l'entendre dans la société globale. Or, ces conditions n'étaient pas réunies avant l'avènement du CEP. Et donc, au moment de l'implantation du CEP, ces conditions vont être réunies. Alors, un état des lieux au moment de l'implantation, à cette époque, en 1962, le recensement de la population nous dit que 80% des 15 ans et plus déclarent savoir lire et écrire en tahitien. 80%. 40% seulement déclarent savoir lire et écrire en français. Donc en fait, le tahitien est dominant, y compris en lecture-écriture. Alors, encore une fois, les tahitiens, ne soyez pas surpris. Alors, je dis ça parce que les enquêteurs de l'époque sont surpris des résultats. Mais ne soyez pas surpris, les enfants sont alphabétisés en tahitien à l'école du dimanche. Et les parents les poussent pour apprendre à lire et écrire en tahitien, surtout à lire en tout cas. Alors, qu'en est-il au moment de l'implantation et quelle est à ce moment-là la doctrine officielle en matière de politique linguistique ? Écoutons De Gaulle et ses ministres. Donc, lors du Conseil des ministres du 14 août 1964, cet épisode a été cité ce matin déjà, mais donc je le relis. Georges Pompidou, qui revient d'une mission d'inspection en Polynésie, déclare « L'information et la culture française sont très insuffisantes. Il est indispensable que M. Perfit aille sur place prendre des dispositions pour installer la télévision. » Alors ces propos sont les propos rapportés par Perfit. Et au sortir du Conseil des ministres, le général de Gaulle s'adresse directement à Alain Perfit et lui dit « La Polynésie, c'est 70 000 habitants, enfin c'est ce que rapporte Perfit. C'est 70 000 habitants, le développement, l'information, la scolarisation, la pratique du français doivent être le corollaire de l'installation du centre et demeurer après lui. Il faut que les Polynésiens vivent en français avec des nouvelles de Polynésie, de métropole et du monde en français. Il faut qu'ils baignent dans la France.
C'est un cadeau que nous leur devons avant, il insiste, les campagnes de tir. En raison sans doute, alors je ferme les guillemets, en raison sans doute de leur vitalité linguistique perçue comme un frein à la francisation, et alors même qu'en France hexagonale, les langues régionales étaient tolérées dans l'espace scolaire depuis la promulgation de la loi des Hickson, les langues polynésiennes furent désormais systématiquement bannies de l'école. Donc vous avez, je ne vais pas la lire, mais j'ai une longue citation d'Henri Lavondès, ethnologue, qui a été directeur de l'Orstom, et qui écrit, alors l'article est publié en 1972, mais il dit lui-même qu'il a écrit ces lignes en 1967, et il explique que à tous les niveaux de l'école, l'usage des langues polynésiennes est strictement interdit, que ce soit dans la classe ou dans la cour de l'école. Alors, encore une fois, ça a existé avant le CEP, mais là, c'est vraiment renforcé. Mais surtout, le facteur décisif qui intervient avec le CEP, c'est que, en raison même des transformations socio-économiques qui ont été présentées par Bernard Poirine, les familles polynésiennes, autrefois indifférentes, je reprends les termes de tout à l'heure, indifférentes à l'école française, projettent désormais leurs enfants dans un avenir francophone pour favoriser leur insertion sociale. La connaissance donc du français augmente considérablement la probabilité de trouver de l'emploi salarié et qui plus est de l'emploi dans la fonction publique. C'est bon. Et donc là, je cite à nouveau, je cite Lavondès, donc qui dit « Rien ne montre mieux le souci des Polynésiens de voir leurs enfants acquérir la connaissance du français que d'observer le comportement linguistique à l'intérieur des familles. Alors que les parents et les autres adultes parlent entre eux en tahitien ou en un autre dialecte polynésien parlé dans le territoire, dès que le niveau de leur connaissance rend la chose praticable, ils emploient le français pour parler avec leurs enfants d'âge scolaire. Les parents espèrent ainsi faciliter les progrès scolaires de leurs enfants. » Et il ajoute même, je le cite à nouveau, « Toute tentative pour introduire le tahitien dans l'enseignement primaire se heurterait à une opposition massive. La population de souche tahitienne interpréterait une telle mesure comme une brimade visant à lui interdire l'acquisition de la langue française, condition nécessaire de son élévation dans la hiérarchie économique et sociale. » Alors là, il se produit quelque chose de très important du point de vue socio-linguistique, c'est que les enfants sont alors exclus de la pratique orale des langues polynésiennes. Les langues polynésiennes deviennent des langues d'adultes, pour les adultes. Et c'est ce dont témoigne, par exemple, cette mère interrogée toujours par Marie Salin en 2011. Donc voilà ce qu'elle nous dit, ou ce qu'elle dit à Marie Salin. Donc cette mère a à peu près la quarantaine d'années. Elle dit, voilà, quand j'ai commencé à parler, c'était en français. J'étais entouré de mes parents qui parlaient en tahitien, mais à nous, ils nous ont toujours parlé en français. Mais j'ai toujours entendu du tahitien. J'ai appris, j'étais protestante. Mes parents étaient protestants très pratiquants. J'ai grandi à la lecture et à l'écriture du tahitien. Repensez aux 80% de tout à l'heure. À l'école du dimanche. Mais je ne parlais pas. Mais je comprenais très très bien et j'écrivais très très bien. Mon papa parlait très bien français. Ma maman Koussikussa et mes grands-parents français Koussikussa. Mon papa, il a travaillé au CEP et il lisait énormément. Il lisait beaucoup, beaucoup. Il a côtoyé beaucoup de métros. Avant, tu ne parles pas en tahitien. Il fallait parler français à l'école. L'école, c'est le français. Mon papa, il nous poussait à l'école, il nous parlait en français dans l'optique qu'on travaille bien en français. Il s'adressait à nous exclusivement en français, sauf quand il était fâché, là, elle rit. Là, c'était en tahitien. Donc je pense que ça rappelle des souvenirs à beaucoup de Polynésiens dans cette salle. Donc ça, c'est le premier processus, la francisation, donc qui finit par advenir finalement avec le CEP parce qu'il y a cette transformation socio-économique de la société et donc les parents adhèrent finalement à la politique linguistique monolingue de l'État français. Paradoxalement, le deuxième processus qui a lieu au même moment, ou qui se prolonge et qui se renforce au même moment, c'est celui de la véhicularisation du tahitien. Alors qu'est-ce que ça veut dire la véhicularisation ? C'est quand une langue devient véhiculaire. Et là, donc, qu'est-ce que c'est que quand une langue devient véhiculaire ? C'est-à-dire qu'elle se diffuse au-delà de son aire d'origine et elle est employée afin de permettre l'intercompréhension entre des communautés qui ont des langues différentes. Alors,
Calvé explique que la véhicularisation d'une langue est un processus qui est à la fois fonctionnel et formel. La langue augmente le nombre de ses locuteurs et de ses fonctions, mais en même temps, elle se modifie. Et donc, alors je dis ça parce que c'est une petite parenthèse, on entend beaucoup dire, oui, à ce moment-là, ah oui, le tahitien, c'est plus le tahitien d'autrefois, etc. Oui, mais ça, c'est un processus normal, c'est le même discours que vous entendez aujourd'hui sur l'anglais, le globish par rapport à l'anglais littéraire, etc. Bon, mais parce qu'en fait, le tahitien, à ce moment-là, est en train de se véhiculariser. Et donc, ce processus, en fait, il va être considérablement accentué avec le CEP, mais il ne débute pas avec le CEP. La véhicularisation du tahitien, elle débute avec les missions protestantes au XIXe siècle, puisque c'est le tahitien qui est choisi par la London Missionary Society comme langue d'évangélisation pour les îles de la Société, mais pour les Tuamotu de l'Ouest, pour les Australes. Et ensuite, cette langue, elle va se diffuser pour un certain nombre de facteurs, parce que le commerce interinsulaire rayonne à partir de Papeete, parce que tous les petits fonctionnaires locaux parlent le tahitien et s'exportent dans les archipels et parlent le tahitien des archipels pour parler avec les autres, avec les populations des archipels qui parlent une autre langue polynésienne, mais très proche du tahitien finalement. Donc assez rapidement, il y a une intercompréhension qui peut se développer. Et puis vous avez un certain nombre de lieux de concentration des travailleurs comme à Makatea, etc., où les gens se retrouvent et sont obligés de parler le tahitien parce que finalement c'est la langue qui est comprise par tous. Et aussi un autre facteur important, c'est la radiodiffusion des missions en tahitien sur l'ensemble des archipels dès 1939, avec le Radio Club amateur qui est repris en main par l'ORTF sous le nom de Radio Tahiti en 1951. Et là, je cite à nouveau Lavondès qui dit « Pour beaucoup d'îles, en dehors des rares goélettes, les postes à transistors, de plus en plus répandus aujourd'hui... » Alors, Lavondès écrit ces lignes en 1967, de plus en plus répandu aujourd'hui, représente le seul contact avec un monde extérieur proche ou lointain qui inspire aux Polynésiens une insatiable curiosité. L'écoute quotidienne de l'émission en langue tahitienne du soir, de 17h à 19h, a le caractère d'un rite religieux qui prend le pas sur toute autre occupation. À 19h, heure où commencent les émissions en langue française, les postes sont éteints, même par les auditeurs possédant une bonne connaissance du français. Alors, même ceux qui interagissent régulièrement avec la population locale doivent apprendre le tahitien. Alors là, on a un exemple intéressant cité par Lavondès. Les exigences du commerce, branche d'activité de prédilection de la population chinoise, rendent nécessaire le bilinguisme chinois-tahitien pour les commerçants des zones rurales et un trilinguisme chinois-français-tahitien pour ceux de Papeete. La conséquence de ceci est un recul du chinois. Donc tous les témoignages... Il me reste combien de temps ? Tous les témoignages de l'époque, donc des années 70, si vous voulez, convergent sur le processus très puissant de véhicularisation du tahitien. Et Paul Prévost écrit même en 1970 un article, il s'intitule « L'expansion de la zone d'influence de la langue tahitienne ». Et voilà ce qu'il dit. Nous avons trop souvent entendu dire que le tahitien est une langue morte ou que si elle n'est pas complètement éteinte, elle est condamnée à passer dans le domaine de l'oubli dans un avenir prochain. Notre but est de montrer que, loin d'être au dernier souffle, la langue tahitienne est non seulement bien vivante, mais en pleine expansion. Donc, le CEP va accentuer ce processus pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées, et entre autres aussi par le regroupement des travailleurs sur les grands chantiers du CEP, mais aussi avec l'exode rural vers Tahiti et dans la région, en zone urbaine, on sait que les villes sont mangeuses de langue, pour reprendre l'expression de Calvé, et donc c'est le tahitien qui va être utilisé comme langue dominante. Le corollaire de cette expansion du tahitien, bien sûr, c'est le recul, l'étiolement des autres langues polynésiennes. Donc Jean Capet est dans la salle, et je citerai ici Lavondès, il nous dira si ce témoignage est pertinent. Donc Lavondès circule dans les archipels, et donc là, au Tuamotu, il dit « L'extrême mobilité de la population des Tuamotu, l'importance des courants migratoires en direction de Papeete, la dépopulation de l'archipel qui en découle, font que la régression des dialectes ne peut que s'accentuer dans l'avenir. » Donc il parle du Tuamotu. Et pour le marquisien, il dit la chose suivante. Aux marquises, donc, à une francisation voulue par l'administration, acceptée par les missionnaires, rêvée par la population, s'oppose dans les faits une tahitianisation de fait. Troisième processus, le dernier que je vais évoquer, celui du projet de double culture à la demande d'institutionnalisation du tahitien. Les représentants locaux de l'État, soucieux de l'arrimage de la Polynésie française à la France, se rendent très vite compte qu'une assimilation à pas forcée n'est pas tenable et qu'elle produira l'effet inverse de celui escompté. Se formalise alors une nouvelle stratégie, celle de la double culture, dont une des modalités de mise en œuvre est la reconnaissance institutionnelle du tahitien. Et là, on a un très bel article de Hubert Copenrath, Monseigneur Copenrath, qui est un pilier de l'Académie tahitienne, et qui nous raconte en fait le processus
de reconnaissance. Pourquoi y a-t-il création d'académies? Alors d'abord, il y a une volonté, enfin, des intellectuels locaux qui se battent pour la reconnaissance de leur langue, mais donc l'État, les représentants de l'État, en l'occurrence ici, ce sera la personne de, que je ne dise pas de bêtises, c'est juste là, du gouverneur Sicurani, se rend compte qu'il faut canaliser ce courant-là. Et donc, un des arguments qui éveille l'attention des représentants de l'État est le suivant, je cite Hubert Copenrath: le succès du RDPT et surtout de son leader Pouvan Aopa, qui tient en échec à plusieurs élections générales l'administration et les politiciens traditionnels, est un des facteurs qui donc attire l'attention sur la question du tahitien. Les vaincus analysent les causes de leur défaite et constatent que le chef des autonomistes dispose d'une arme redoutable, la parfaite maîtrise de la langue tahitienne qui sert admirablement ses dons d'orateur populaire. S'il s'impose, c'est en partie que personne ne peut lui être opposé sous ce rapport. Et donc, Sicurani se dit, OK, un des moyens pour absorber, en fait, ou créer une nouvelle stratégie, c'est d'institutionnaliser le tahitien. Et donc, à l'occasion de l'inauguration du musée Gauguin, en 1965, il prononce un discours dont Hubert Copenrath dit que c'est la première fois qu'il entendra le terme de double culture. Et donc, Sicurani va développer cette idée et il comprend qu'une des stratégies possibles, c'est effectivement la création de l'Académie tahitienne. Alors, je ne suis pas en train de dire que les académiciens sont au service d'une stratégie de l'État, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, il y a bien quelque chose qui est piloté quand même aussi par l'État pour dire, OK, on ne peut pas complètement laisser échapper cette question de la revendication de reconnaissance des langues. Donc, ainsi naît l'Académie tahitienne en 1974, et puis ensuite vous avez un certain nombre d'avancées institutionnelles de reconnaissance du tahitien. Et je conclurai, puisque je suis arrivé au bout de mon temps, presque, que, en fait, on est dans ce discours de la double culture, si on regarde dans les faits, au-delà du discours institutionnel de reconnaissance, etc., pour tous ceux qui sont passés par l'école à cette époque, et j'en suis, on est en fait à nouveau dans un discours incantatoire. C'est-à-dire que la double culture, dans les faits, elle ne se réalise pas. Si les langues polynésiennes sont encore aujourd'hui parlées, c'est pas grâce à l'école. Je ne dis pas que c'est pas grâce à l'Académie tahitienne. L'Académie tahitienne a beaucoup travaillé, a produit des supports. Mais l'institutionnalisation, elle est d'abord symbolique. Et c'est fondamentalement parce qu'il y a des gens qui ont continué à parler leur langue à leurs enfants qu'aujourd'hui les langues polynésiennes ne sont pas mortes. Je vous remercie.